Francis Gaillard, vous êtes responsable du pôle ressources nationales de sport nature. La première question que j'ai envie de vous poser, c'est qu'est-ce que vous faites là? Plus sérieusement, vous avez une expertise, je voudrais qu'on parle avec vous des passerelles qu'il y a entre justement ces deux types de pratiques, la pratique nature et la pratique urbaine. Comment on passe de l'un à l'autre et inversement? Comment le sport et la pratique évoluent? Comment ils s'adaptent? Et en plus, il va falloir faire court. Allez-y. Ok, merci, bonjour. Qu'est-ce que je fais là? C'est pas une question. Non, en fait, on est un peu comme ST Microelectronics, sauf que nous, on est tout petits. Hein. Donc, en fait, effectivement, nous ne sommes pas visibles. Mais en tâche de fond, on essaye d'apporter quelques éléments de réponse aux acteurs publics. Juste avant, je vais faire une question vers la droite, ou en tout cas on y répondra peut-être un peu plus tard. Je suis toujours aussi interrogatif sur comment est-ce qu'on peut mesurer l'effet bénéfique de l'exposition médiatique de nos sports sur leur propre pratique. C'est-à-dire que notre intention finale, c'est de lutter contre l'inactivité physique. Comment est-ce qu'on ne stigmatise pas le temps devant l'écran et l'inactivité physique? Et il me semble qu'on a une interrogation, c'est est-ce qu'on peut à la fois passer plus de temps devant un écran à regarder des activités sportives et aller les pratiquer, ou est-ce que plus on passera de temps devant un écran, moins on en pratiquera? Moi, je crois encore à la version on peut regarder beaucoup d'images de sport et pratiquer, mais je pense que c'est un point qui mérite d'être rappelé ou éclairé, ou en tout cas interrogé, puisqu'il y a un effet d'entraînement, c'est sûr, mais on voit bien qu'il y a aussi une partie de l'inactivité physique qui est liée au fait que les gens restent scotchés, quoi. Donc comment est-ce qu'on ne rentre pas dans un système où on abonderait encore plus l'inactivité du fait de la présence devant un écran? Il va vous répondre de manière concise. Non, moi je pense que c'est vertueux qu'on fasse découvrir des sports, ou qu'on donne encore plus d'informations. Ce qu'ont permis notamment les réseaux sociaux, c'est d'être encore plus pointu dans l'apport d'informations proposées. Et donc pour un pratiquant, ça lui permet à différents niveaux de son évolution de pouvoir s'inspirer ou avoir des informations. Mais pour moi, c'est pas incompatible de passer du temps devant l'écran plus de pratiquer sportivement. J'allais dire au fait que ça soit compatible, mais je pense que de temps en temps il faut le dire, puisqu'en fait l'interrogation c'est comment est-ce qu'on promeut l'activité. Donc en ce qui concerne les sports de nature, on a le grand bénéfice d'avoir une définition officielle, donc qui figure dans le code du sport. Il y a un code du sport, comme il y a un code de la route, comme il y a un certain nombre de choses. Je ne vais pas le détailler. Ça fait l'objet d'une politique publique en la matière qui est portée par le ministère des Sports et ses partenaires, sachant que Sea Award relève du ministère, le pôle ressources également. On est une mission d'appui, on est installé en Ardèche, mais on est une mission d'appui au ministère. Et cette politique publique, on va dire, elle pourrait se traduire par le fait de chercher à répondre aux obligations suivantes. Faire que ces activités respectent la propriété du lieu où l'on pratique. Et typiquement, si vous pratiquez une activité sportive de nature, vous êtes chez quelqu'un, vous ne savez probablement pas chez qui vous êtes même incapable de savoir si vous êtes sur une propriété privée, une propriété publique, mais il y a une absolue nécessité, c'est de respecter ce droit de propriété, puisque le risque que l'on prend, c'est que l'accès à ce lieu de pratique soit fermé du fait des agissements de quelques-uns. Et s'il n'y a pas de lieu de pratique, il n'y a pas de pratique possible. Donc il y a une absolue nécessité de centrer notre réflexion sur l'accès au lieu. Il y a une deuxième priorité, c'est de respecter les autres usagers. Et il n'y a pas de priorité par nature. Si vous êtes sur un sentier, que vous soyez à VTT, à cheval, en moto, mais il va falloir s'entendre. Donc il y a en tâche de fond la question de la cohabitation des usages. Et puis, bien entendu, il y a l'absolue nécessité également de respecter l'environnement, puisque la question, si elle est de prendre plaisir à l'instant T à pratiquer nos activités favorites, c'est aussi de laisser les générations futures accéder dans des conditions les plus propices possibles à ces pratiques et dans un environnement préservé. Donc, voilà, actuellement on est sur ce mix-là, et on va dire que l'intention originelle, elle relève de l'intérêt
des domaines qu'on pourrait traiter du sport, du tourisme, de l'environnement, avec une place des collectivités, parce qu'elles ont une compétence en la matière, en particulier le conseil départemental, mais pas que. Donc voilà, on est sur ce triptyque-là. Donc si maintenant on se pose la question de qu'est-ce que nous on voit sur les pratiques sportives en ville et les passerelles que l'on pourrait identifier. Donc pour ce qui est des pratiques sportives en ville, nous, à la limite, on a un regard, voire même déjà une activité, c'est que ce qui se passe en extérieur, ou prioritairement ce qui se passe en extérieur, et pour lequel il y a une similitude avec des activités qui, pour la plupart, ont été pensées parce qu'elles étaient pratiquées dans des espaces naturels, mais pas que. On va dire, la grande priorité, c'est celle-ci. En cela, on perçoit que l'intérêt de ces passerelles est évident dès lors que l'accès, c'était évoqué tout à l'heure, l'accès aux espaces en ville devient un sujet. Il y a concurrence entre les usages et les espaces libres ne sont plus très nombreux. Donc il va falloir se dire, ok, le développement de la pratique sportive en ville peut probablement se faire sur des espaces qui sont ouverts, sur de l'outdoor. Et donc à ce moment-là, il y a peut-être un parallélisme à faire entre ce que l'on fait historiquement et ces pratiques en ville. Par contre, qu'on traite de sport de nature en ville, qu'on traite d'outdoor urbain ou de sport urbain, on est effectivement dans une exception qui nécessairement est assez large, il n'y a pas de définition. Je pense même qu'au fond du fond, le terme de sport n'est probablement pas le plus adapté, parce que d'une part, il fait peur, et puis on parlait de multipratique tout à l'heure, on peut aussi parler de la motivation qui peut très bien être une motivation de déplacement, on parlait de mobilité, on peut très bien parler d'une volonté d'aller à l'extérieur sans être dans quelque chose qui soit codifié. Or, a priori, la perception du sport, c'est quelque chose qui est codifié, alors que la notion d'activité physique suffit pour un certain nombre des usages là qu'on peut voir. Alors après, si on regarde les écosystèmes et qu'on fait référence à ce que j'évoquais tout à l'heure comme étant notre triptyque d'intervention, il y a un certain nombre de parallèles. La question de la propriété est évidente. Qu'on soit sur un trottoir, sur une piste cyclable, sur un parc ou sur un espace qui a l'air ouvert, donc on peut y aller, à un moment ou à un autre, la question de l'autorisation ou de la règle se posera. Elle se posera d'autant plus qu'il y aura concurrence. Sur la deuxième interrogation, qui est de la conciliation avec les autres usages, ça reste là également quelque chose sur lequel il y a un parallélisme des formes évident. Moi, je pense que les discussions en cours sur la place des trottinettes électriques nous éclairent sur le fait que la question de la cohabitation des usages, quand on la vit en montagne entre des pratiquants sportifs et des chasseurs, ou entre des pratiquants nautiques et des pêcheurs, et bien on la trouve aussi entre des pratiquants de trottinettes, des usagers et des piétons sur les trottoirs. Donc c'est cette question de cohabitation des usages, elle vaut. Alors par contre, sur le troisième point, qui est sur le rapport à l'environnement, ça me semble beaucoup moins évident en ville, mais j'imagine que, alors on peut choisir de le nier, ou on peut se dire que tout compte fait, cette appétence pour aller à l'extérieur, si elle ne peut pas s'exprimer avec un contact avec une nature un peu préservée, elle se traduit quand même par une intention qui est dans l'instant immédiat d'être dehors, mais avec la perspective un peu plus tard d'accéder à une nature un peu plus vraie, que ce soit à l'occasion des vacances ou des week-ends, etc. Mais ce qui est évident, c'est qu'effectivement, qu'on soit à 70, 80 ou 90% de la population qui habite en ville ou sous influence urbaine, etc., c'est-à-dire que le pratiquant, à l'instant T, il ne va pas choisir, il va pratiquer là où il est. Mais à ce moment-là, l'intention d'être à l'extérieur peut déjà avoir une signification assez forte de ce qu'il espère vivre comme expérience. Ce qui veut dire que si on essaye de dire qui sont les acteurs qui se mettent autour de la table pour penser ces activités, pour les décoder, pour les accompagner, le domaine du sport est présent, le domaine de la ville, là par contre la question de l'aménagement, de l'urbanisme, etc., bien sûr, prend toute sa place.
La question des collectivités ne se pose pas, bien entendu, elles ont une part majeure. Et puis, on les a citées. Hein. Bon, alors la question de l'industrie et de l'économie, qui est également présente dans la dimension nature, l'est également. Mais on voit apparaître de façon un peu plus forte des questions relatives à la santé et des questions relatives au transport. Et à ce moment-là, effectivement, ça interroge les passerelles légèrement différemment. Et il faut regarder ces angles de façon particulière. Alors, pour ce qui est des passerelles proprement dites, il me semble que ce qu'on éclaire quand on regarde ça, c'est la question de la modularité ou des différentes modalités de pratique qui concernent les lieux ou le rapport avec les pairs. Et quand je dis avec les pairs, c'est avec les membres de la tribu ou avec les groupes autoconstitués ou au contraire l'auto-organisation solitaire. En tout cas, il y a bien une modalité pratique urbaine qui semble différente de celle qu'on a pu observer historiquement sur les sports de nature. Et puis, il y a un autre aspect dans la passerelle, c'est que là, la question, il me semble qu'elle est plutôt posée dans le sens comment est-ce qu'on peut traduire l'arrivée des sports de nature en ville. Et je pense qu'en fait, la proportion de population en ville devrait nous interroger surtout à se dire, ok, ces pratiquants urbains, quand ils arrivent dans le milieu naturel, qu'est-ce qu'ils exportent comme manière de faire. Et bon, il y en a quelques-unes qui se révèlent, en particulier celle qui est liée à l'engagement ou celle qui est liée aux usages numériques. Parce que les usages numériques, la géolocalisation permanente, etc., en volume, aujourd'hui, elle est en ville. Donc, comment est-ce que ça se traduit quand on arrive en pleine nature la question de la qualité du réseau, la durée de vie de la batterie, enfin, et tout compte fait, quand ça marche plus, comment est-ce qu'on fait? Quelles sont les compétences qui, à ce moment-là, sont nécessaires pour continuer son cheminement et son activité? Et en ce qui concerne l'engagement, parce que j'ai misé sur ces deux points, la question de l'engagement, la question numérique, l'engagement, et je ne stigmatise pas une pratique, loin de là, bien entendu, mais on peut imaginer que, si on prend le cas de l'escalade, qui a déjà été cité un certain nombre de fois ce matin, l'approche de base de l'escalade, c'est une cordée, c'est une assurance partagée, etc. Quand dans des SAE, on prend différemment en compte la question de la hauteur, quand on prend éventuellement même plus en compte la question de la cordée, si on est système d'auto-assurage, et que cet univers est un peu banalisé. La question se pose de savoir quelles sont les attitudes que vont adopter ces pratiquants s'ils arrivent sur un site naturel d'escalade et quel est le message qui mérite d'être diffusé à leur attention pour que ça se passe le mieux possible. Puisque effectivement, on parle d'accidents en trottinette, on parle d'accidents en vélo en ville, c'est OK, il n'y a pas photo, mais toutes les autres activités sont également exposées au risque d'accident. Et voilà, je sais que l'escalade, on pourra en citer d'autres, sur lesquelles on a des précautions particulières à prendre dans les passerelles entre pratiques urbaines et pratiques en nature. Pour moi, par contre, il y a un truc qui est évident, c'est que c'est le même pratiquant. Après, on peut essayer de le schématiser, on peut essayer de le décrire, mais à un moment, un pratiquant de ces activités, s'il a envie de pratiquer, qu'il soit en ville ou dans la nature, il pratiquera. Donc il reste un corpus commun qu'on ne peut pas ignorer. Francis, je ne sais pas si c'est vous qui pouvez répondre à cette question, mais est-ce que les collectivités territoriales qui sont en charge, les départements, les villes, les communes, les régions, quel est leur niveau de conscience de cette réalité-là aujourd'hui? Alors, j'apporte plusieurs éléments. Il y en a un le premier élément, il est assez facile, c'est celui de la compétence. Donc en fait, il y a une exception dans le code du sport. Alors, le code du sport va régir un certain nombre de choses. Et la compétence au sport, elle est partagée. C'est-à-dire que tout le monde est compétent, ce qui est quand même, le fait d'une compétence partagée, c'est quelque chose qui tend à se réduire. Ça mène un certain nombre de gens dans la rue de temps en temps, d'ailleurs, vous avez pu remarquer récemment. Au cas particulier du code du sport, il y a une compétence, là par contre, qui a été clairement identifiée comme étant celle de la collectivité départementale. C'est-à-dire le département, au cas particulier des sports nature, est compétent pour réunir une commission et voter un plan de préservation d'un certain nombre d'espaces de pratique. Ça renvoie à ce qu'on évoquait tout à l'heure. J'y vais un peu cash, mais pas bras, pas de chocolat. C'est pas de pratique, pas de pratique. Donc la compétence, la prise de conscience
de la collectivité, là, elle est évidente, puisque les conseils départementaux prennent des options. C'est une compétence qui est qui est de fait, mais sa mise en place, son appropriation n'est pas obligatoire. Il y a les 2/3 des collectivités départementales qui se sont appropriées le sujet. Donc c'est qu'à première vue, elles ont bien conscience de ce qui pèse sur leurs épaules. Autour de ces collectivités départementales, dans le cadre de cette compétence partagée, les EPCI sont effectivement en train de s'approprier le sujet, ce qui était beaucoup moins le cas il y a une dizaine d'années en arrière, alors, par manque d'outils, manque de mesures, mais aussi parce que c'est un phénomène qui n'était pas encore on va dire, perçu à sa juste valeur. Et quand on évoque le chiffre et les nombres de pratiquants, la collectivité ne peut pas rester longtemps insensible quand on parle de dizaines de millions de pratiquants ou quand on parle de milliards de chiffres d'affaires et quand on se pose la question des retombées économiques sur les territoires, à un moment ou à un autre, un phénomène comme ça doit être pris en compte. Donc c'est valable au niveau des EPCI, c'est bien entendu valable au niveau l'échelon territorial au-dessus, les régions, pour un certain nombre d'entre elles. Alors on peut se dire, effectivement, ça peut être des préoccupations marketing, mais ça peut être des préoccupations touristiques, ça peut être de façon un peu plus vraie ici en Auvergne-Rhône-Alpes pour des préoccupations de savoir-faire industriel, mais le sujet est globalement pris en compte par l'ensemble des strates des collectivités. Merci de votre témoignage, Francis Hébert. Merci à vous.